Salut les devins, c'est Saiki, on se retrouve aujourd'hui pour ma review du chapitre numéro 82 du manga Dragon Ball Super. Et autant le dire dès le départ, j'ai beaucoup kiffé l'issue de ce chapitre-là, m'a tout simplement donné le sourire. J'ai trouvé que c'était assez motivant, assez inspirant même comme chapitre, avec ces notions de survie que l'on peut transposer, non pas à nous qui devons survivre à tout prix, mais qui peut nous accompagner dans diverses épreuves que l'on peut traverser au quotidien et générer en nous, via la hargne de Bardock, une certaine forme de motivation et de persévérance. J'ai beaucoup apprécié ça. Mais au-delà de ça, je pense que le chapitre 82 est malgré tout un chapitre plus que jamais allié au chapitre suivant. Je pense vraiment que le 82 s'appréciera beaucoup plus en possession du 83, ou peut-être que notre appréciation va décroître, c'est possible aussi. Mais en tout cas, notre jugement s'affinera amplement lorsque le 83 sera sous nos yeux. Et d'ailleurs, vous le remarquez, la première véritable page du chapitre arrive qu'à la toute fin du 82, avec la page titre, numéroté 82, etc., un peu comme si le 81 se poursuivait tout au long du 82 pour que le 82 ne démarre vraiment qu'à la fin. Et j'ai d'ailleurs trouvé cet effet de style plutôt sympa, un petit peu comme si on avait eu l'introduction d'un film puis ensuite le gros écran titre, sauf que l'introduction est arrivée assez tardivement, mais malgré tout elle a fait plaisir lorsqu'elle est arrivée et cette histoire devrait se poursuivre dans le 83. D'ailleurs le 83 arrive le 20 avril 2022. Comme à l'accoutumée, vous pourrez compter sur moi pour vous partager toutes les informations qui vont bien, résumé, spoiler, etc. Et d'ailleurs, un grand merci pour la force avec laquelle vous soutenez ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous fais vraiment de gros remerciements vis-à-vis de ça. Et je tiens aussi à vous préciser vis-à-vis de ce chapitre 83 qu'il n'a pas été indiqué que cela serait la fin de l'arc. Parce que vous le savez, initialement le film Dragon Ball Super Super Hero sort le 22 avril. Il a été décalé, reporté à une date ultérieure indéfinie à ce jour. Et je vous ai déjà expliqué tout cela sur la chaîne, le lien est en description si jamais le besoin est bien sûr. Et étant donné que le manga a déjà articulé ses arcs en fonction du film Broly, on pouvait se dire qu'il en serait de même ici. Pour le moment, il n'est pas fait d'annonce au préalable que le prochain serait le dernier. Mais par contre, on sait que Toyotaru dans le prochain devrait y intégrer des pages bonus des personnages de Gamma 1 et 2 en référence et en promotion au film Super Héros. Alors on peut se dire que vu que le film est décalé, ils vont les décaler aussi, mais attention, c'est difficile de décaler tout ça, car tout est prévu à l'avance, tout est terminé à l'avance, imprimé très tôt à l'avance, donc de petites modifications, des ajouts, des corrections peut-être seront incluses dans le magazine, mais est-ce que tout sera repoussé, décalé et changé du tout au tout, ça c'est une autre question. Et concernant la date de fin de l'arc Granola, eh bien écoutez, pour le moment elle n'est toujours pas révélée, si ce n'est que l'éditeur, il y a quelques mois en arrière, nous disait qu'elle était proche. Alors concernant le début de chapitre 82, une bonne même partie, tout ce qui concerne en fait le jeu de téléportation entre Goku et Gas, je suis mitigé, je me questionne toujours à ce sujet-là. Je trouve que à la fois c'était pertinent de voir Goku dominer Gas psychologiquement, de mettre l'emprise sur lui de cette manière-là. Ça me rappelle un petit peu d'ailleurs ce que Vegeta a fait sur Granola, il y a quelques chapitres en arrière, juste avant d'utiliser le Wagamama en SAJ Blue. Un ascendant psychologique malgré la surpuissance de l'adversaire. Également, j'ai apprécié le fait que la stratégie de Son Goku existe et a été révélée, alors adieu les Broly et consorts. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que penser à Monaka ou au Roi Galactique mais pas à Broly, ça fait un petit peu tâche, disons-le, mais stratégie il y a quand même. Mais je crains que la stratégie de Son Goku soit passée un petit peu à la trappe. J'ai peur que ce Son Goku subisse l'effet Vegeta. Qu'est-ce que j'appelle l'effet Vegeta ? C'est qu'à mon sens, Vegeta se rend très souvent utile, à plusieurs reprises et avec un fort impact, que ce soit dans l'arc Moro, l'arc Granola, sauf que quand on écoute le retour des fans de Dragon Ball, j'entends souvent dire que Vegeta ne fait rien, ne sert à rien, et n'a pas bougé le petit doigt, ce qui est totalement faux, et je crains que ça soit le cas pour Goku durant cette phase-là, parce qu'au final Goku s'est rendu utile. Pas de la manière dont je pouvais le souhaiter et le prévoir, Goku a mélangé opportunisme et stratégie, se téléporter de lieu en lieu, de checkpoint en checkpoint en fait, et ces points de passage sont formés par des personnages que Son Goku connaît, des amis à lui, des connaissances, donc il connaît leur signature de ki. Et lorsque Gas suit Son Goku, il ne capte pas le ki du Roi Galactique, ni des patrouilleurs ou qui que ce soit, il suit perpétuellement celui de Son Goku. Alors j'ai déjà soulevé la question, je ne vais pas m'éterniser sur ça. Comment est-ce que Gas peut détecter et suivre le ki de Son Goku? Est-ce que c'est grâce au vœu fait auprès de Torombo? Est-ce que c'est parce que Goku a laissé fuir du ki mortel exprès pour que Gas puisse le pister? Est-ce que comme le SAJ Blue est mélangé au SAJ1, on peut malgré tout détecter la part de SAJ1 en lui? Tout cela reste difficile à déterminer, mais Gas en est capable. En tout cas, lorsque Gas se téléporte à la suite de Goku, il suit Goku. Il ne suit pas les amis de Son Goku. Alors une fois ce jeu de piste établi et terminé, Goku n'a plus qu'à revenir en arrière, de point en point, d'allié en allié,
jusqu'à la planète céréale, qui même pour Son Goku et sa capacité à se téléporter depuis des années se trouve bien trop loin, mais en sautant de planète en planète, il peut la réatteindre à nouveau. Tandis que Gas, manquant d'ailleurs un petit peu d'expérience, est tombé dans ces multiples pièges, n'a pas eu l'intelligence, parce qu'il n'a pas fait le vœu, enfin son frère n'a pas fait le vœu pour lui d'être le plus intelligent, mais d'être le plus fort, et donc n'a pas eu la hauteur d'esprit d'analyser, de mémoriser les signatures de ki des amis de Son Goku, et ne peut pas faire le chemin inverse sans que Son Goku soit là pour faire le checkpoint à chaque fois. J'ai trouvé ça, à vrai dire, plutôt intelligent. On se sert du fait que l'on a énervé Gas, donc il va faire encore moins attention à ce genre de situation-là. On revoit des planètes, on revoit des lieux, on revoit des habitants de l'univers, on revoit même des personnages que l'on n'espérait pas tellement voir, comme le présentateur et chanteur du tournoi Univers 6, Univers 7. On profite également de ce qui n'a pas été demandé auprès de Torombo, que je viens de le citer. Donc voilà, c'est un joli assemblage scénaristique, mais en même temps, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que ces pages-là étaient un peu longues quand même. La phase avec Gas qui s'est fait pipi dessus dans le passé, je comprends la direction voulue par cela, mais j'ai senti quand même une phase de malaise, aussi bien pour Gas que pour Son Goku qui se met à jouer le jeu des moqueries vis-à-vis de Gas. La scène, à mon avis, n'avait pas vraiment lieu d'être. On est face au guerrier le plus puissant de l'univers. Si un mec du gang de Moro ouvre sa bouche, il se fait exploser la gueule par ce mec-là, par Gas. Une vague de ki, la prison galactique part en cendres. J'ai trouvé également que les affrontements entre Goku et Seiji Blue, qui lui associent sûrement l'Ultra Instinct minimum face à Gas, sont vraiment peu crédibles, étant donné que le pouvoir de Son Goku est vraiment résiduel comparé à celui de Gas. Mais à aucun moment, je ne vois Gas profiter de sa supériorité et surtout l'affirmer. J'ai l'impression qu'il rivalise avec un léger avantage sur Son Goku, et ce n'est pas normal. Alors est-ce que c'est une tare du scénario, ou est-ce que c'est pour nous dire que Elec a fait un autre vœu que celui auquel on pense? C'est possible, et ça viendrait expliquer la situation. Parce qu'avec un tel niveau, Gas ne devrait pas se laisser berner par Son Goku, qu'il se fasse avoir par le jeu des téléportations, je veux bien, qu'il se fasse avoir psychologiquement, pourquoi pas, mais lorsque la confrontation physique a lieu, et des fois elle a lieu, je ne vois pas pourquoi Gas galère autant. Même en étant déstabilisé psychologiquement, ça n'a pas lieu d'être. En tout cas, toujours cool et toujours drôle de revoir Monaka. Ça se salue, franchement, je trouve que à chaque fois où ce personnage est utilisé, même si c'est pour l'humour, c'est pertinent. On voit que Goku est vraiment devenu un maître à la téléportation, avec la première page, la deuxième case du chapitre. On ne voit pas l'effet de téléportation habituel, on voit une sorte de distorsion de l'espace, chose qui arrive, il me semble bien, pour la première fois dans Dragon Ball. Mais surtout, on a Son Goku qui va dire à Gas qu'il est trop imprudent lorsqu'il se téléporte et se téléporte au premier endroit là où il peut. Sous-entendu que Son Goku, lorsqu'il détecte le ki d'un allié, arrive d'une certaine manière à scanner la zone, entourant la personne auprès de qui il va se téléporter, pour ne pas faire d'impair en la rejoignant, pour ne pas tomber dans l'eau, dans de la terre, se faire avoir par un objet qui va lui rouler dessus. Bref, pour se téléporter en toute sécurité, c'est un fait assez fort, étant donné que normalement la téléportation scanne le ki, mais ne détecte pas forcément l'environnement. Il y a un niveau là de maîtrise de la part de Son Goku qui est assez impressionnant et je trouve ça cool depuis les années où il l'utilise et la manie. Du côté de la planète céréale, Vegeta se rend compte que partiellement de la stratégie de Son Goku, il dit qu'il utilise de téléportation pour gagner du temps, pour soigner Granola, etc. Il veut faire en sorte que Gas ne puisse jamais rejoindre la planète céréale. Alors dommage pour Son Goku, Gas est capable de voler au travers de l'espace, comme Jiren, le mortel probablement le plus puissant de l'univers 11 en était capable aussi. J'ai bien aimé cette référence-là. Ça, Goku forcément ne pouvait pas le deviner, encore qu'il en avait eu un tout petit aperçu lorsque Gas se moquait de Son Goku en disant qu'il était un être qui ne pouvait pas respirer sous l'eau, il y a 1 ou 2 chapitres en arrière. Ça nous mettait la puce à l'oreille que Gas avait des capacités surnaturelles presque, jusqu'à pouvoir respirer, voler dans l'espace. Mais même s'il n'a pas perdu indéfiniment Gas, Goku a quand même réussi à le mettre hors jeu pendant un petit moment, en plus de l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Alors du côté de la planète céréale, j'apprécie bien sûr le fait que Monaito tente de soigner Granola. J'ai l'impression que les capacités de soins de Monaito se sont améliorées avec l'âge, étant donné qu'à l'époque de Musli, il disait qu'il ne pouvait absolument rien faire pour la soigner, tandis que là pour Granola, il dit que oui, il peut le soigner, mais il lui faut du temps. Vous me direz si vous avez compris la subtilité de la même manière ou non, mais j'ai l'impression qu'il s'est perfectionné malgré son grand âge. J'ai bien aimé aussi les références de Son Goku, pourquoi pas à Raditz, ce qui pose un cadre pour la fin du chapitre avec Bardock et Guinée. On s'approche de la thématique familiale, des origines de Son Goku. Le fruit est en train de se raccrocher à l'arbre d'une certaine manière, tandis que sur Céréales à nouveau, j'ai du mal avec Vegeta qui ne fait rien contre les Eaters. Alors je sais que Vegeta est à bout, je sais que Vegeta a donné toute son énergie à Son Goku, malgré tout, je pense qu'il est légitime de se demander qu'en est-il d'une puissance extrêmement résiduelle en Vegeta
face au plein pouvoir de Maki, Oil et Elec, à supposer qu'Elec n'ait pas fait un vœu de ouf. Certes, la puissance de Vegeta n'est qu'à l'état de résidu, mais sa puissance originelle est tellement énorme, Vegeta, Wagamama et j'en passe, que lorsqu'il en reste ne serait-ce qu'1% dans son corps, elle peut dépasser le 100% d'êtres qui lui sont tellement inférieurs comme Maki et Oil. En tout cas, je comprends que scénaristiquement, ils ne veulent pas que Vegeta en arrive là, qu'il déboîte Maki, Oil et Elec, car forcément il y a encore des cartes à jouer de leur côté, peut-être même que Elec ou autres vont ouvrir vers un nouvel arc. Ce serait donc se tirer une balle dans le pied pour Toyotaru et Toriyama que de les tuer ou les mettre hors d'état de nuire via Vegeta. Ça nous met d'ailleurs sur la piste encore plus que Gas n'est pas le boss final de cet arc-là, et c'est ce qui nous mène directement jusqu'à Whis. Whis est sur une planète indéterminée, très intéressante je trouve d'aspect, j'aime bien quand ces divinités dans Dragon Ball Super nous démontrent des lieux un petit peu atypiques. On avait les gardes Zeno dans un lieu un peu tropical, nocturne, qui était en train de prendre un bain dans un onsen, là, un bain chaud. On a Whis qui mange de la glace ou du pudding ou je ne sais plus quoi, dans ce lieu assez atypique, volcanique, avec des dinosaures, mais quand même il y a des êtres qui ont apprivoisé ces animaux-là. Goku va donc arriver ici. Une fois de plus se pose la question, comment est-ce que Son Goku est capable de détecter le ki de Whis? Est-ce que Whis a du ki divin? Est-ce que Whis a du ki angélique? Y a-t-il une différence entre les deux? Est-ce que Goku a détecté simplement l'énergie du poisson oracle? En tout cas, Goku donne vraiment l'impression d'avoir détecté Whis, et c'est quand même spécial. Est-ce qu'un mortel ayant débloqué le ki divin peut percevoir le ki divin des autres? Est-ce que Goku est capable alors de ressentir le niveau de puissance d'un Whis, d'un Beerus, mais en même temps, Goku se questionnait à propos du niveau de puissance du Daishinkan. Daishinkan qui est le père des anges, donc si Goku détecte le ki de son fils, il devrait détecter le ki de son père, à moins que le père n'était en train de le cacher. Vous voyez, ça déroule beaucoup de questions qui ne trouvent pas de réponse ici. Et je pense qu'il y a moyen de quoi perdre un petit peu tout le monde dans Dragon Ball Super avec ces histoires de ki détectable ou non, parce que déjà on a le manga et l'anime qui nous montrent pas forcément toujours les mêmes choses. Parfois, un tel détecte le ki de un tel, et bon, ça vient mélanger la soupe, mais aussi j'ai l'impression qu'on a eu deux phases. Une phase dans laquelle presque personne ne pouvait sentir le ki de personne, en tout cas, les personnages traditionnels ne pouvaient pas sentir le ki des nouveaux personnages, on pouvait pas sentir le ki de Beerus, on pouvait pas sentir celui de Whis. Une fois que Goku et Vegeta accèdent à ces ki divins là, on ne peut plus les ressentir eux-mêmes. On nous apporte des personnages dans l'anime assez étranges comme le trio du danger dont on nous disait que le ki ne peut pas être perçu, on n'a jamais eu l'explication à ça, le manga n'en a jamais fait mention, pour qu'au final, petit à petit, j'ai presque l'impression que les scénaristes se disent « Bon, franchement, cette histoire de ki indétectable, ça nous fatigue, ça nous empêche de déverrouiller des situations, etc. Bon, on va faire en sorte qu'ils évoluent tellement et qu'ils baignent tellement dans le ki divin depuis un moment que c'est bon, ils arrivent à le percevoir. » C'est l'impression que j'en ai un petit peu, à la fois pour se faciliter l'écriture, mais aussi pour montrer une évolution des personnages. Sauf que, entre ces deux états, de presque personne n'est perceptible à presque tout le monde l'est, j'aurais aimé qu'il y ait un petit axe de transition, qui est une sorte de levier qui permet de transiter entre les deux états cités. Whis va brièvement occuper Gas, mais pas des masses, et il n'y aura aucun combat. Bon, Whis, on sent qu'il est totalement serein face à un Gas, et je pense que si confrontation il avait eu, elle serait exactement du même ordre que Broly face à Whis, ça serait d'une facilité déconcertante, comme Moro face à Whis, même si Gas surpasse Moro Ultra Instinct, même si Gas surpasse Broly à l'époque du film, je pense que ce n'est absolument rien à gérer pour Whis. Goku va mettre en place sa téléportation inversée d'une certaine manière pour retourner à la planète céréale, il va donc perdre Gas comme on avait dit, il va d'ailleurs nous délivrer une case dans laquelle sa pose est absolument exceptionnelle pour faire face avec un regard plus que sérieux et presque sombre face à Maki et Oil. Je pense que ça a le mérite d'être noté. Whis va révéler assez facilement quand même, il n'en faut pas beaucoup pour lui soutirer les vers du nez, le positionnement de la planète céréale. Whis va directement et finement analyser les capacités de Gas en lui disant « c'est une distance trop éloignée pour toi pour t'y téléporter ». Whis lit directement au travers du livre de Gas et j'apprécie cela. Le plus puissant de l'univers, en tout cas parmi les mortels, n'arrive même pas au petit doigt de pied de Whis. Il va quand même lui dire dans quelle direction elle se trouve, va être un petit peu étonné du fait que Gas puisse voler au travers de l'univers, mais Whis l'est-il réellement? J'ai l'impression que s'il a indiqué cette direction à Gas, c'est presque pour parfaire l'entraînement de Son Goku, et que Goku termine cet entraînement pour en ressortir encore plus fort une nouvelle fois. Comme si Whis avait senti que ce Gas était finalement une belle montagne à franchir pour Son Goku, pour qu'ensuite il se soit encore plus développé lorsqu'il aura atteint son sommet et qu'il l'aura même dépassé. Mais surtout, c'est cette discussion très brève, mais extrêmement importante, entre le poisson oracle et Whis qui m'interpelle et qui vous a interpellé, je l'ai vu sur les réseaux. Lorsque Gas s'en va, le poisson oracle va le fixer, mais c'était qui ce type? Et Whis lui-même, Whis qui pourtant sait beaucoup de choses et comprend beaucoup de choses,
va être étonné. Il va se demander d'où sort cette réaction du poisson oracle. Sous-entendu, mais attends, il y a quelque temps en arrière, tu avais du mal à dormir, je t'ai piqué avec des vitamines, car tu ne pouvais pas t'empêcher de faire des prophéties sur le fait que le guerrier le plus puissant de l'univers allait apparaître et que l'équilibre des puissances allait être totalement désordonné. Et de plus, Whis avait rempilé en disant que lorsque le poisson oracle a du mal à dormir, quelque chose de relativement grave va se produire dans l'univers. Et le poisson oracle ne réagit absolument pas face à ce type-là venant de bénéficier du vœu de Torombo. Ça veut dire que ce n'est pas lui, l'être, l'entité à laquelle fait référence la prophétie. Ce n'est pas lui qui devrait alors bouleverser l'ordre des puissances dans l'univers 7. Après tout, Torombo l'a bien dit dès le départ, il a dit que son vœu ne pouvait pas faire de Granola, de Gas, un être plus puissant ou aussi puissant qu'un Akaishin. Donc en soi, on peut comprendre déjà pourquoi l'ordre des puissances n'est pas bouleversé. Beerus est relié à l'univers 7, il me semble que pour bouleverser l'ordre des puissances de cet univers-là, il faudrait bouleverser, transcender la puissance de Beerus elle-même. Et cet être, a priori, n'est pas Gas. Et je doute qu'une nouvelle évolution de Gas parvienne à cela. Alors il nous reste quelques prétendants, il nous reste Elec, et ça on en parle depuis plusieurs mois avec son vœu. Qu'a-t-il formulé comme vœu auprès de Torombo? Quel a été l'objet et le fruit de la négociation entre les deux? On peut aussi penser à Son Goku, étant donné que c'est lui le héros qui devrait transcender lui-même Gas. Peut-être qu'en surpassant Gas, ça y est, on a à peu près un niveau qui bouleverse l'équilibre des puissances. C'est super intéressant comme idée, mais je trouve que ça colle un peu moins à l'état des lieux qui a été fait en début d'arc, lorsque Whis dit que quand le poisson oracle ne peut pas dormir et prophétise, quelque chose de grave va se passer. Il me semble que si Goku devient surpuissant, ce n'est pas si grave que ça pour l'univers. Alors ça pourrait remettre en question la légitimité de Beerus, mais de là à dire que c'est un danger pour l'univers, je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il faudrait qu'un si grand pouvoir soit déposé entre des mains maléfiques pour qu'il soit vraiment de nature à perturber le sommeil du poisson oracle. Si vous voulez, je n'ai aucun problème avec le fait que cet être qui va tout transcender en matière de puissance soit Son Goku, c'est juste que par rapport à la présentation qui a été faite, ça colle pas totalement, donc je me questionnerai si c'était ça. On a aussi bien sûr des personnages qui peuvent revenir sur le devant de la scène, comme Granola, mais après pour que ça prenne une tournure plutôt maléfique, même si pour le moment je vous avoue que je suis pas très partisan de cette théorie-là, on va en reparler après, mais je me permets de faire une parenthèse sur ça dès maintenant. On a Goku, qui, vous avez lu le chapitre 82, va donc se rapprocher de ses souvenirs vis-à-vis de Bardock et de Guinée, qui va se rapprocher de ses origines Saiyan, de son côté Kakaroto en quelque sorte, donc des souvenirs perdus préalables au choc sur la tête qu'a reçu Son Goku. Si Goku est en train de redevenir totalement une sorte de Kakaroto version Dragon Ball Super, il se pourrait, je vous le dis encore une fois, j'aime pas trop cette idée-là, mais il se pourrait qu'il débloque par la même occasion ses idées sombres, son caractère maléfique, qu'il avait perdu en se tapant la tête. Alors là, d'une pierre deux coups, Goku, car il est le héros, va déverrouiller cette puissance liée à la prophétie du poisson oracle, mais également pourrait être une forme de perturbation pour l'univers, car va devenir maléfique avec une puissance dépassant celle de Beerus, et là on correspond totalement à l'état des lieux qui a été posé en début d'arc. Mais bon, même si c'est une idée à prendre vraiment en compte, c'est vrai qu'en plus elle serait fanservice, je suis pas vraiment pour, parce que des versions de Goku maléfiques, on en a eu quand même pas mal au gré de Dragon Ball, canon, pas canon, peu importe, et je pense qu'il y aurait quelque chose de mieux à développer, que ce soit avec Elec ou autre. Et justement, en parlant d'autres, il y a aussi le cas de Torombo. Torombo le dragon. J'avais émis cette idée-là, je crois même que j'avais appelé une vidéo « Vendre son âme au diable » ou quelque chose de la sorte. C'était un tout début d'arc Granola. Le dragon Torombo pourrait bénéficier de tous ces deals qu'il fait à droite et à gauche pour lui-même devenir l'entité suprême de cet arc-là, une énorme menace qui va s'affranchir de Monaito et qui pourra alors se retourner contre tout le monde. Ce dragon Torombo est vraiment atypique, vraiment bizarre. En plus, on s'était dit en début d'arc, vous étiez plutôt d'accord avec moi qu'il fallait s'en débarrasser parce que pouvoir faire des vœux aussi cheatés à répétition, c'est quand même assez fort et il s'agirait de doser dans le scénario pour pas qu'on abuse de cet effet de répétition là. Donc voir Torombo devenir surpuissant grâce aux fruits des vœux qu'il a formulés via Elec, via Granola et peut-être d'autres dans le passé et qu'il attendait juste petit à petit d'accumuler de l'énergie, pourrait être une piste vraiment à développer qui pourrait surprendre tout le monde, retourner l'arc et venir correspondre à 100% à la prophétie du poisson oracle et même donner un petit air de DBGT, vous savez, avec l'arc des dragons maléfiques, sauf que cette fois-ci il n'y en aurait pas 7 ou quoi que ce soit, il y aurait juste Torombo qui reprend un petit peu ce concept, les vœux se retournant contre les invocateurs.
Et je pense vraiment qu'un dragon sacré qui garderait la même forme, ou alors qui prendrait une forme un petit peu humanoïde, pourquoi pas, comme dans des BGT d'ailleurs, pourrait faire un assez formidable ennemi surpuissant. On comprendrait d'où viennent ses pouvoirs, s'il a accumulé les deals depuis des années avec tel et tel être, etc. Et que Gas et Granola lui ont permis de tout déverrouiller, jusqu'à même, pourquoi pas, avoir un final un petit peu collectif, avec Goku, Vegeta, mais aussi Granola et Gas, qui se rallieraient face à ce dragon-là. Et derrière, il y aurait bien sûr une forme de morale, avec Gas, pourquoi pas, qui s'en prendra à son frère Elec ou ce genre de choses. Étant donné qu'avec son petit discours concernant Raditz, Goku vient de tendre une perche à Gas, je trouve, vis-à-vis du fait de se retourner vers son propre frère. Alors on amorce la fin de chapitre, elle va être des plus intéressantes, alors de manière anecdotique mais plutôt sympa. On va avoir Hotmeal qui a pu se convertir en une sorte de robot qui nous fait forcément penser à Gigi dans la VF de Dragon Ball GT, et à partir de là, tout va s'enchaîner. Le camp des Eaters et de Goku va se séparer, plutôt à juste titre, si ce n'est le fait que Vegeta n'a pas pu agir contre eux, mais bon, passons. Goku va pouvoir télécommuniquer avec Whis. Là, on nous ressort un petit peu le coup du bouton pour appeler Zeno. Cette fois-ci, c'est un appareil de télécommunication que Whis aurait glissé subtilement dans les vêtements de Goku pour qu'il puisse communiquer avec son élève. Ça en dit long quand même sur le lien qu'il entretient avec ce dernier. L'ange de l'univers 7 va s'empresser de prévenir Goku que Gas arrive à toute vitesse, qu'il y en a pour une vingtaine de minutes à tout casser, donc dans le prochain chapitre, il devrait être là. Granola ne sera pas soigné d'ici ce laps de temps-là, mais Goku va demander à son maître comment parfaire à nouveau son ultra instinct. Et du coup, Whis va développer un propos que j'apprécie beaucoup, étant donné que je l'avais développé dans une de mes précédentes vidéos. Alors franchement, je saurais même pas vous dire dans laquelle. Félicitations aux plus fidèles à la chaîne qui sauront me le dire, parce que je n'y avais pas dédié tout un sujet. C'est la seule chose dont je me rappelle, mais le propos que je développais était tout simplement de dire que les anges le sont par nature, l'ultra instinct est un petit peu comme une extension à leur nature, et donc, appliqué à Goku, ça peut avoir un résultat et une apparence différente. Je me rappelle que dans cette vidéo où j'en discutais, le thème à ce moment-là de la vidéo était de savoir si Goku continuerait d'utiliser des transfos ou non, avec le fameux débat de la fin de Dragon Ball face à Oob où Goku ne se transforme pas. Alors, hormis le fait que Goku n'avait pas besoin de se transformer face à Oob, pour diverses raisons déjà exposées, j'avais tenté de développer et d'analyser modestement, bien sûr, les deux aspects, en se disant que garder les cheveux noirs, ça fait classe d'une certaine manière, parce qu'il a tout internalisé, il a plus besoin de se transformer. Ça rebondit un petit peu avec les propos de Kaioshin lors du potentiel libéré de Gohan. Voilà, on s'épargne de la lourdeur des transformations, etc. On peut directement accéder à tout son potentiel, mais en même temps, il y a quelques contre-pieds à cela, comme le fait que déjà au niveau marketing, ne plus lui attribuer de transformation, c'est pas si ouf que ça, parce que certes, on peut faire changer les vêtements, comme avec les vêtements bleus et tout, mais il va pas changer de vêtements tous les jours. Donc pour faire des nouvelles figurines, cartes, et pour matérialiser, signifier le fait que Goku a élevé son niveau de pouvoir, ça devient compliqué. Lorsqu'un enfant va posséder sa figurine ou même un t-shirt, très souvent et encore plus les jeunes portent les t-shirts avec les formes les plus badass et les plus puissantes. S'il est dans sa forme de base, comment tu vas t'amuser à expliquer que sur ton t-shirt, en fait, il a l'ultra instinct mais tu le vois pas? Il faut que ça se voit. J'avais également soulevé le fait que Whis disait à Goku, ton objectif est de pouvoir assimiler l'ultra instinct à tous tes états. Et j'avais interprété la phrase « tous tes états » par « toutes tes transformations ». Ça me semblait assez logique. Et surtout, j'avais pris pas mal de temps à développer le fait que l'ultra instinct chez un Saiyan n'a pas forcément à se matérialiser comme chez un ange, comme chez Beerus, comme chez un tel. Avec d'ailleurs Beerus qui, lorsqu'il utilise les signes de l'ultra instinct, ne se transforme pas, mais ses pupilles changeaient un petit peu. Par contre, il n'y avait pas d'aura ou quoi que ce soit. Donc chacun à sa manière, avec une manière qui lui ressemble. Une certaine forme de confort, en fait, d'aisance à l'utiliser, quelque chose qui lui ressemble, quitte à le décliner par rapport à la forme originelle, celle des anges. Et donc les Saiyans étant tellement habitués, c'est dans leur gène en fait, à se transformer, il me semblait plutôt logique que l'ultra instinct, chez Goku, évolue en se transformant. Donc là on n'y est pas encore, on n'a pas la réponse. Est-ce que Goku va continuer de se transformer ou pas? Peut-être que dans le prochain chapitre il nous claque une forme aux cheveux noirs. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce que j'avais développé qui se retrouve dans les propos de Whis, donc vous comprenez aussi pourquoi j'ai kiffé ce chapitre, parce que je me retrouve en phase avec les idées qui y sont développées. Whis va dire à Goku, combien de fois dois-je te le dire? Alors ça c'est pas très fair-play de la part de Whis parce que je trouve qu'il l'a pas vraiment dit auparavant, c'est la première fois où il le dit vraiment explicitement. Il dit, c'est à toi de découvrir ta propre version unique de l'ultra instinct. Là, le ton est posé. Goku tente à ce jour d'exploiter l'ultra instinct comme Whis, plus ou moins, c'est pour ça que ses cheveux lui ressemblent, etc. Mais Goku doit le développer en tant que lui-même. Et Whis va lui dire, alors au fond de toi, qu'es-tu réellement? Et Goku va se le demander. C'est le mystère à résoudre pour développer la forme presque ultime, pourquoi pas de l'ultra instinct, et je trouve ça intéressant.
C'est pas de l'entraînement, allez je te fous 3 coups, tu les esquives. Il y a quelque chose psychologiquement, je trouve que c'est plutôt une belle écriture qui entoure une transformation. Là on n'est pas sur de la transformation, une technique un petit peu concon, allez développe ton pouvoir, ton ki devient plus fort. Par concon, j'entends surtout le fait que ce n'est pas du jus revu dans Dragon Ball et c'est plutôt intéressant ainsi. Derrière, on remarquera que Monaito va appeler Goku. Directement après ça, après que Whis lui demandait qu'es-tu au fond de toi, Monaito va stopper l'échange et lui dire « Hé, toi le fils de Bardock ». Est-ce que Monaito ne vient pas de répondre « Qui es-tu, Son Goku ?»« Kakaroto, tu es le fils de Bardock ». Ça peut être la réponse en soi, mais j'aimerais, je vous avoue, qu'elle soit un petit peu plus développée, un peu plus ample que cela. C'est-à-dire que Monaito ne vienne pas de fournir la réponse, mais qu'il vienne de fournir une piste, un gros indice vis-à-vis de la réponse. Qu'est Son Goku au fond de lui? Il est un Saiyan. Originellement, il est un Saiyan élevé sur Terre, comme il l'a toujours prétendu par la suite, mais désormais un Saiyan qui accepte de plus en plus ses origines Saiyan, comme depuis la fin du film des Best Broly, lorsqu'il dit « À Shirai, Remo et Broly, je m'appelle Goku, mais tu peux aussi m'appeler Kakaroto », et puis il s'en va. C'était déjà une forme d'acceptation de ses origines et de ce qu'il est réellement au fond de lui depuis la racine, depuis avant même sa naissance dans le ventre de sa propre mère Guinée. Et derrière, on va dérouler vraiment un maximum d'indices concernant la nouvelle forme de Son Goku, avec Monaito qui va sortir le scooter de Bardock, Vegeta qui va l'enfiler pour essayer d'extraire les données audio. Et d'ailleurs, petite mention spéciale à ça, revoir Vegeta portant un scooter, c'est pas tous les jours, et je pense pas qu'on aurait cru revoir ça en 2022, et c'est plutôt intéressant pour la symbolique, bien sûr, qu'il y a derrière tout ça. Hotmill va s'avérer intéressant, bien qu'on ne sache toujours pas qui il peut être, ce qu'il cache non pas derrière son sourire, mais derrière son monocle, pourquoi pas. Est-ce qu'il est une intelligence artificielle constituée du père ou de la mère de Granola? Ça pourrait se faire. Mais en tout cas, il va pouvoir un petit peu, à l'instar de Star Wars avec les robots, les droïdes et tout, déverrouiller, débloquer et permettre d'écouter via ses propres haut-parleurs les données dans le scooter de Bardock, tandis que Gas est en train de se ruer vers la planète. D'ailleurs, j'en ai pas trop parlé, mais visuellement, ce chapitre se tient très très bien. On a des plans sur Gas, sur Goku, parfois même sur Monaito, voilà qui l'aurait cru, qui sont assez finement soignés. J'ai trouvé l'action et même les phases qui ne sont pas de l'action bien plus lisibles que dans le chapitre précédent, un découpage plus digeste que la fois précédente où ça m'avait un petit peu dérangé si vous étiez là sur la précédente review et je vous en remercie vraiment. Mais en tout cas, pour reprendre le fil de mon propos et à la fois du chapitre, les extraits audio de Bardock à l'époque nous sont révélés et ils vont d'ailleurs être montrés ensuite grâce au flashback. La fureur et la hargne de Bardock s'expriment. Il y a 40 ans auparavant, on comprend pourquoi Gas disait qu'il y avait quelque chose en Bardock que Goku n'a pas aujourd'hui. C'est peut-être d'ailleurs aussi ce que Goku doit libérer pour pouvoir atteindre sa forme d'ultra instinct maximal. Et c'est justement en cela que je parlerai, s'il fallait lui donner un nom, d'ultra instinct libéré. Et même si en japonais ça s'appelle Migate no Gokui, donc ça sera peut-être une autre terminologie, je trouve que pour le monde occidental, ultra instinct libéré, ça serait pas mal, parce qu'on a pas mal joué avec le terme de ultra instinct maîtrisé, et on a du mal à comprendre ce qui est maîtrisé ou non, même une fois maîtrisé, ce n'est pas maîtrisé. Donc on pourrait mieux comprendre en parlant de libération désormais, parce qu'au final, l'ultra-instinct maîtrisé serait la maîtrise de la technique version ange. Mais l'ultra-instinct libéré, ça serait presque donc une appropriation de la technique via une libération de ce qu'est l'utilisateur originellement. Donc la fusion de la technique de l'ange et de la personne qui l'utilise, aussi bien corps et âme. Et là, je trouve que ça prendrait du sens. Et donc Goku, peu importe que ça s'appelle l'ultra-instinct libéré ou non, est en train de libérer à la fois ses souvenirs, on le voit avec cette page plus que foudroyante, ses origines, ses premières émotions et ce genre de choses, en vous rappelant que Goku a quitté la planète Vegeta lorsqu'il avait plus de 3 ans. Et ce, dans l'histoire d'Akira Toriyama. Toutes les versions où vous voyez Son Goku tout bébé qui ne sait même pas parler ou autre, c'était dans la version Toei Animation, pour l'animé, non rédigée, non écrite, par Akira Toriyama. Si vous voulez la version Toriyama, c'est le manga Dragon Ball Minus, ou le film Dragon Ball Super Broly, ce qui explique pourquoi Goku a encore des souvenirs. Et si jamais vous doutez du fait qu'il est possible d'avoir des souvenirs lorsqu'on en a 3-4 ans, moi-même, et je suis sûr que nombreux d'entre vous qui m'écoutez aussi pourront en témoigner, j'ai des souvenirs vagues, éparses de cette période-là. Donc pourquoi pas un personnage de fiction tel que Son Goku. Tout ce que Son Goku avait oublié après sa chute est en train de revenir. Alors ça fait écho à ce que je disais un petit peu plus tôt dans la review, j'espère que vous n'avez pas zappé ce passage-là, mais en tout cas, je vous disais que peut-être ça pourrait faire ressortir ces esprits maléfiques aussi. C'est une chose que je n'espère pas, mais on peut l'envisager, c'est possible, hein, ça peut venir de pair avec, mais j'espère que le récit va rester centré sur cet amour de Bardock et de Guinée, sur cette bienveillance-là, et que la part de pureté de ces deux personnages va résonner en lui, et ne pas nous ramener vers un Son Goku avec des relents maléfiques. Voilà, je trouve que ça ferait un petit peu trop, comme dit précédemment. On voit ces scènes d'action entre Bardock et Gas à l'époque, je les trouve sublimes. Je trouve ça exceptionnel de revoir du Bardock
à la sauce histoire de Dragon Ball, pas via un film ou un TV spécial ou je sais pas quoi, vraiment dans le canon de Dragon Ball, et surtout non pas au moment de la destruction de Vegeta, sur un autre lieu, sur la planète céréale, avec un autre antagoniste qui est Gas. Bardock dans une autre scène qui fait partie de l'histoire de Dragon Ball et qui est totalement inédite. Je vous avoue que ça vend du rêve, et le rêve on le vit un petit peu via ce chapitre-là. La scène de combat est juste exceptionnelle, elle est prenante, elle fonctionne, la mise en scène est plutôt bonne. Bardock n'a pas l'air d'un espèce de Goku travesti, il fait vraiment Bardock, donc j'apprécie tout ça. Et vraiment, cette itération de Bardock, version Dragon Ball Super, qui vient combiner les bases qui avaient été posées par le TV spécial, qui vient le sublimer avec les nouvelles écritures de Toriyama, ce genre de choses, je trouve que c'est presque le mix parfait en fait de tout ce que l'on a eu autour de Bardock. Et on verra d'ailleurs si le chapitre prochain va nous parler d'un Super Saiyan de Bardock, ou de ce genre de choses, mais je vous rappelle que la fois où Monaito a évoqué la victoire de Bardock, on a eu ce visuel-là, visuel qui nous montrait une aura autour de Bardock, une aura qui ressemble au Super Saiyan, et qui ressemble par extension à l'Ultra Instinct, parce que oui, dans le manga, regardez, je vous montre l'aura du SCJ sur Goku par exemple, l'aura de l'Ultra Instinct non maîtrisé aux cheveux noirs sur Goku, et l'aura qu'a développé Bardock. Je trouve ça extrêmement similaire. Est-ce que Bardock, non, n'avait pas l'Ultra Instinct, je vais pas aller jusque-là, mais est-ce que Bardock n'a pas libéré quelque chose d'essentiel que Goku doit libérer également aujourd'hui, qui fait que le combat devient peut-être plus instinctif? Donc disons que Bardock a libéré totalement sa part Saiyan au combat, voilà ce genre de délire-là, chose que Goku doit faire désormais aujourd'hui, et le mixer à son apport angélique via la technique de Whis, l'Ultra Instinct. Je pense que ça ferait sens, on se prend pas trop la tête sur les explications, elles sont cohérentes, elles sont pas bas de tableau, etc. Elles sont vraiment qualitatives, mais en même temps simples à réceptionner et à comprendre. Goku qui profite de ses acquis, de ses entraînements modernes, qui bénéficie de son héritage, de son rapprochement avec son Saiyan, avec ce qu'il est, donc Kakaroto, avec ce qu'ils l'ont fait, ses parents, Bardock et Guinée, avec le lieu qui l'a vu naître, la planète Vegeta, la planète donc des Saiyans. Je pense que ça pourrait donner une forme d'apogée, en tout cas pour le moment, parce que vous savez qu'ils essaient toujours de donner une nouvelle forme, une nouvelle évolution à Son Goku, mais quelque chose d'assez ultime pourrait se produire ici. Et si derrière, et je pense qu'on s'y dirige tout droit, une nouvelle menace supérieure à Gas doit voir le jour durant cet arc-là ou l'arc qui suit, je pense que c'est le minimum sur lequel Son Goku doit se reposer. Par contre, si c'est le cas, Vegeta va avoir énormément de boulot, avec son Wagamama qui devient quasi obsolète. Il avait fait une performance juste cataclysmique, Vegeta, il a rattrapé un retard monstre vis-à-vis de Goku, avec une forme en plus, a priori, d'après les termes de Vegeta, non maîtrisée du Wagamama, donc à équivalent Ultra Instinct non maîtrisé Wagamama, il n'y a pas photo, l'avantage est au Wagamama, mais là, derrière, est-ce que Goku risque de nous débloquer? Ça peut être du très très lourd. Et d'ailleurs, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est une évolution juste psychologique, physique, les deux? Alors j'ai envie de dire que pour avoir un paquet de cerises sur le gâteau, ils vont faire les deux. Il va y avoir une grosse évolution psychologique et physique, donc une transformation dans tous les sens du terme de Son Goku, faut s'y attendre. Mais franchement, je serais preneur s'il n'y avait pas de nouvelles transformations physiques. Qu'on restait avec quelque chose de déjà connu, ou peut-être juste une petite variante, genre l'aura ou les cheveux, quelque chose qui change un tout petit peu mais pas beaucoup, mais surtout que ce qui est changé en Son Goku, on ne le voit pas ou très peu, et que ça soit vraiment dans sa tête. Moi, je serais preneur de ce concept-là. J'ai pas besoin d'avoir des éclairs, des auras, des machins pour forcément valider et accepter une transformation. Je pense que ça pourrait être un beau moyen de parfaire son Ultra Instinct vraiment définitivement. Après avoir vers quoi Goku pourrait évoluer, ça devient de plus en plus difficile. Je pense que ça serait vraiment un gros challenge pour Toyotaru et Toriyama. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que le film super-héros s'oriente plus vers la nouvelle génération. Pan, Gohan, Piccolo, qui a même une nouvelle transformation, Piccolo. Alors il n'est pas de la nouvelle génération, mais il peut la représenter. Les Namek vivent extrêmement longtemps, donc on peut miser sur le personnage. Mais en tout cas, Goku et Vegeta sont vachement mis en retrait dans les trailers du film super-héros. Peut-être qu'ils auront une part absolument énorme du gâteau aussi là-bas, mais la promo du film se fait vraiment quasiment sans eux. Comme je vous avais dit, on a peut-être plus vu le parapluie du ruban rouge que Son Goku, c'est pour dire quand même. En tout cas, mes très chers devants, on en arrive au terme de cette review. Je vous remercie, mais vraiment, du fond du cœur d'avoir été là, de soutenir ma chaîne YouTube avec une telle force, une telle énergie, une telle fidélité. Vraiment, merci du fond du cœur. Alors, pour ceux qui sont restés avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, et je les en remercie vraiment, eh bien, n'hésitez pas à mettre en zone commentaire le mot de passe « fuite de Gas ». Étant donné qu'il y a 40 ans en arrière, le petit Gas, il avait quelques fuites par-ci par-là, notamment au niveau de l'étage inférieur, et apparemment le gang de Sangambo, ça rappelle plutôt bien. Alors vous mettez « fuite de Gas », cette expression lui colle désormais à la peau. J'espère que le prochain chapitre sera au moins du même niveau, si ce n'est meilleur, et qui viendra parfaitement compléter le 82. Merci vraiment pour tout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un maximum de pouces vers le haut. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.